Étienne. Bonjour William. Alors, est-ce qu'on s'attendait à un match franchement aussi serré? Écoutez, un match aussi serré, probablement pas, mais il faut quand même rappeler que cette élection américaine qui est très particulière, elle se joue toujours dans certains États et parfois à quelques dizaines de milliers de voix. Je me rappelle pour l'élection de 2000 entre George W. Bush, le jeune républicain, et Al Gore, on s'était couché à 3 heures du matin, c'était le démocrate qui était élu. On s'est réveillé 2 heures plus tard et c'était George Bush qui l'avait emporté. Et puis ensuite, on avait recompté pendant 3 semaines. Donc, ça n'est jamais une élection landslide, comme disent les Américains. Là, pour le coup, on est vraiment à quelques dizaines de milliers, peut-être quelques milliers de voix qui vont décider du nom du 45e président des États-Unis. Alors, ça peut se décider parce que ceux qui viennent se réveiller en disant, bon, alors, avant de partir au boulot, il y a des choses que j'ai à faire, il est 7h moins le quart, on peut considérer que vers quelle heure on aura vraiment une vision très claire Écoutez, s'il n'y a pas de contestation, parce que les deux candidats peuvent toujours décider de contester le résultat du vote dans un État ou dans l'autre, il est probable que dans l'heure ou l'heure et demie qui vient... L'heure et demie, on va dire. Voilà, l'heure et demie qui vient, et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent rester avec nous, parce que on aura également probablement des déclarations de Donald Trump et d'Hillary Clinton dans leurs quartiers généraux respectifs qui sont tous les deux à New York. Et donc, on devrait savoir d'ici 1h30 le nom du vainqueur. S'il n'y a pas égalité, encore une fois. On prévoit même des mots d'excuse si vous arrivez en retard là où vous devez aller. Dans quelle partie de l'électorat Donald Trump a-t-il été le plus performant, finalement? Écoutez, clairement, Donald Trump a eu l'instinct, dès le départ, de parler à ce qu'on appelle l'Amérique blanche. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour nos téléspectateurs, mais l'Amérique blanche, c'est encore l'Amérique majoritaire, et c'est surtout à l'Amérique qui souffre. L'Amérique qui a souffert de la crise économique aux États-Unis, l'Amérique rurale. On dit que plus de 10% l'électorat rural blanc aurait pu voter dans des proportions beaucoup plus importantes qu'il y a encore 4 ans. Ce sont des gens qui sont contre le système de Washington, contre l'État fédéral américain. Les États-Unis, c'est un immense pays avec des contrastes de la côte ouest à la côte est. Là, on a ciblé Washington, on a ciblé l'establishment, on a ciblé la finance, ce qui, dans la bouche de Donald Trump, peut quand même étonner un tout petit peu, parce que Donald Trump, c'est tout le paradoxe. C'est un businessman, mais il a vendu des choses à ces Américains-là, et ces Américains-là les ont achetés. Et ces Américains-là, ces petits blancs américains, comme on les appelle également, n'ont rien à voir avec ce milliardaire de New York. Non, il faut faire attention. C'est un exercice démocratique, une élection. Je veux dire, les gens votent. Quand on parle de petits blancs, ça n'est pas péjoratif. Non, bien sûr. Voilà, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens. La classe ouvrière américaine a perdu 10% de ses revenus en 10 ans. Ce sont des gens qui n'ont plus d'emploi. Ce sont des gens qui voient partir les emplois à l'étranger. Ce sont des gens qui voient arriver une main-d'œuvre étrangère aux États-Unis, une main-d'œuvre qui est nécessaire pour l'économie américaine. Et ce sont des gens qui ont écouté. Et en plus, Donald Trump a fait une campagne. C'est une bête de télévision, Donald Trump. Voilà. Et il a fait une campagne absolument remarquable. Il a fait une télé-réalité à l'échelon. Voilà, c'est un programme qu'il a présenté pendant plus de 15 ans aux États-Unis. Et il a fait une émission. C'est incroyable, William. Pas d'état-major, quasiment pas d'équipe de campagne. Il a compté sur sa famille. Et on dit même qu'il n'a rien prévu s'il est élu, là. Ils disent, les médias américains contre lui. Hollywood contre lui. Et il est en train, peut-être pas de gagner, mais il est en train vraiment de challenger Hillary Clinton. Une grande partie de l'Europe contre lui aussi, en disant on veut pas. Oui, parce que personne ne comprend très bien où Donald Trump veut aller. Un petit mot sur la défection du camp démocrate. Qu'est-ce qui s'est passé là? Traditionnellement, la communauté noire, la communauté hispanique, ils ont fait défaut là. Clairement, Hillary Clinton n'est pas populaire. Dans la plupart des États, elle fait moins bien que Barack Obama il y a 4 ans. Barack Obama, dont c'était la deuxième campagne présidentielle il y a 4 ans. Hillary Clinton, on le savait dès le départ, n'a pas été une candidate populaire. Il n'empêche, elle avait... à l'inverse de Donald Trump, toute une équipe derrière elle, y compris les équipes sur le terrain. Donald Trump a fait campagne sans équipe sur le terrain. Et on se retrouve aujourd'hui à touche-touche, à quelques dizaines de minutes du résultat. On est vraiment extrêmement serré. Ça prouve bien quand même que le discours qu'a développé Donald Trump a porté sur une certaine Amérique. Bien, merci. Vous êtes mobilisé jusqu'à 9h25, cher Étienne. Voilà. Donc... c'est rouge ou c'est bleu? Ah, très bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
pourquoi il y a une maison, pourquoi elle est blanche? Nous allons nous pencher sur l'histoire donc de ce symbole. Pourquoi ce lieu géographique a-t-il été choisi? Pourquoi elle a toujours été, cette maison, le lieu de la résidence même de ces présidents-là? On voit ça avec vous dans l'ordre, si vous voulez. Ah ben avec plaisir. Alors il faut remonter un petit peu, juste 2 dates. 1767, c'est l'indépendance. 1767, les États-Unis sont indépendants. Et ça, c'est important. 1787, c'est la Constitution américaine qui naît. Donc, qui dit Constitution dit un président. Ben oui, mais où est-ce que vous allez le loger, votre président? Ben justement, d'abord, dans quelle ville? Il y a énormément de villes qui sont candidates à devenir la capitale de... Et une bataille entre l'Est et l'Ouest. Absolument, et entre le Nord et le Sud, tout à fait. Alors, savoir où l'installer. Finalement, dans leur grande sagesse, ces démocrates ont décidé d'installer cette capitale dans un lieu, un district qui est autonome, qu'on appelle le district de Columbia. C'est un petit bout du Maryland, un petit bout de la Virginie qui sont offerts, ce sont des terrains. Et là, on va créer une ville. On va créer la ville de Washington. Vous voyez comment elle est située? C'est vrai, il faut le rappeler, ça. C'est créé de toutes pièces, non? Ah oui, de créer de toutes pièces. Alors, c'est vrai qu'on est sur la côte est. Vous disiez est, ouest, effectivement. Mais là, on est à l'époque où les 13 premiers États sont dans le nord-est, hein, évidemment. Ouais, et puis, mais vous voyez comme on est à la limite entre le nord et le sud. Ça, c'est important. Ils ont souhaité que ce soit justement à mi-chemin, pratiquement, entre les deux. Alors, la ville est créée entièrement avec un fondateur comme... C'est George Washington qui désigne lui-même Pierre l'Enfant, qui est un Français, figurez-vous, qui va dessiner les rues de Washington. Et on va prévoir un endroit où il y aura un palais pour le président. Mais on n'a pas construit encore. C'est une ville administrative, au fond, qui va piloter la vie politique américaine. Et petit à petit, les députés, c'est-à-dire les représentants, les sénateurs vont s'installer. Exactement. Alors, je vous propose de regarder des images parce que on va comprendre évidemment tout de suite comment ça se passe. Pierre l'Enfant est donc celui qui va organiser la ville. Par contre, on va confier à James Hoban, le voilà, c'est le seul portrait que l'on va voir. James Hoban, on va lui demander de construire un palais présidentiel, car ça ne s'appelle pas du tout la Maison Blanche encore. Ce palais va commencer à être construit en 1792. Voilà les plans. On a les plans d'origine, c'est assez étonnant. On voit déjà l'arrondi. Ce n'est pas le bureau ovale, hein, il sera construit bien plus tard. C'est pas parce qu'il y a cette ovalité qu'on est déjà dans le bureau ovale. Et puis les premières constructions, on voit la construction de la Maison Blanche, ça va durer jusqu'en 1800. Ce qui veut dire que parmi tous les présidents qui ont habité dans cette Maison Blanche, le premier ne l'a jamais été. C'est-à-dire George Washington, qui est le premier président élu et réélu, n'a jamais habité. On voit la Maison Blanche en bas de votre écran. Et puis, vous voyez ce monument dédié à George Washington. Il s'appelait George Washington. Ah bah absolument. Non, mais la ville a tout de suite pris son nom. Hein. Dès qu'on a créé la cité, évidemment, c'est son nom qui a été... C'est un lien direct, hein, c'est pas un hasard. Non, et c'est lui qui l'a voulu. Non pas le nom, hein, mais c'est lui qui a voulu cette ville. Donc la ville a tout de suite porté son nom. Et puis, quand on parle du District of Columbia, où est installée la ville de Washington, Columbia, ça nous rappelle Christophe Colomb. C'est aussi un hommage aux Européens qui sont venus, mais aussi contre l'Angleterre. Et j'ai souhaité mettre ces images juste pour terminer ce sujet. C'est Barack Obama et Michelle Obama qui quittent la Maison-Blanche. On est là en 2016 à bord de cet hélicoptère. C'est ce qui va se passer. Non pas demain, ni après-demain, mais avec cette élection présidentielle, il faut attendre le 20 janvier. Ah oui, rappelez-le, ça c'est bien. Qui sera l'inauguration day, le jour d'investiture. Ça sera le 20 janvier, car cette année, enfin en 2017, ça ne tombe pas un dimanche. Quand ça tombe un dimanche, on repousse d'une journée. Mais là, ce sera bien le 20 janvier 2017. Celui qui sera président, ou celle qui sera présidente, ça sera ce jour-là et pas avant. Et on peut s'étonner de ce décalage, mais tout cela vient du fait qu'à l'origine, il fallait beaucoup de temps pour que les bureaux de vote soient acheminés. Enfin, les urnes soient acheminées, bien évidemment, jusqu'à Washington. Scellés. Voilà. Oui, tout à fait. D'où... Alors, il faut savoir que la presse écrite est défavorisée dans une élection qui nous vient de l'ouest du monde. À chaque fois, c'est la même histoire. Donc, rien en première page sur l'élection, évidemment. En première page des journaux français. Voilà. Quoique, vous allez voir. Mais on va commencer par un petit tour sur les sites des principaux journaux américains. Les unes se ressemblent, avec une même carte et 2 couleurs, du rouge, du bleu, et des titres extrêmement factuels, hein, même si certains semblent indiquer que Trump est plus près du bureau ovale
qu'Hillary Clinton. Alors le New York Times, quotidien de prestige, le premier en termes de vente aux États-Unis, qui avait dit que Trump était le pire candidat d'un grand parti de l'histoire moderne, est bien obligé de constater qu'il a pris la Floride, un État clé. Même chose du côté de USA Today, journal populaire, qui a appelé à ne pas voter Donald Trump, mais sans pour autant appeler à voter Hillary Clinton. Et c'était la première fois en 34 ans d'existence que le journal prenait position. Eh bien, USA Today constate sur son site internet l'avance de Trump. Un mot du Daily News qui fait aussi le même constat, qui avait multiplié les couvertures se moquant de Donald Trump, traité de seigneur des cochons, d'antéchrist, de fou, qui avait même titré hier, regardez ça, Stop the Don Con. Alors là, attention, jeu de mots, parce que conman, ça veut dire escroc en anglais. Con, ça fait allusion aux conservateurs. Don. C'est le parrain, quoi. Oui, Don Corleone, et puis Don, c'est le diminutif de Donald. Donc vous voyez, jeu de mots multidimensionnel, avec ce dessin aussi où on voyait Donald Trump prêtant serment de la main gauche tout en croisant les doigts dans son dos. Eh bien, ce journal constate aussi sur son site internet l'avance de Trump. Alors vous allez me dire, à la presse française, eh bien, comme vous y faisiez allusion, tous les 4 ans, les journaux français sont piégés à cause du décalage horaire. Il leur faut faire preuve de subtilité. Et toute l'astuce pour eux consiste à trouver l'angle de traitement qui leur permettra d'être présents sur l'info du jour sans paraître à la remorque de l'actualité. Alors certains jettent carrément l'éponge, mais d'autres relèvent le défi. C'est le cas ce matin notamment du Figaro et de Libération. Le Figaro titre sur le choix de l'Amérique, ça ne mange pas de pain, et s'attarde sur les chantiers que devra relever le nouvel occupant de la Maison-Blanche, quel qu'il soit, Clinton ou Trump. Le boulot est le même et il est colossal tant l'Amérique ressemble ce matin à l'un de ces grands blessés qu'il faut laver de la boue pour découvrir les plaies et enfin les soigner. C'est ce qu'on peut lire dans le Figaro. Dans son édito, Arnaud de Lagrange précise que la première tâche de l'élu sera de tenter de réunifier 2 pays qui se sont percutés sans que personne n'ait vu venir l'accident. Il faudra réduire de sales fractures, écrit l'éditorialiste. Alors je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais jadis on nous expliqua que Jimmy Carter était un marchand de cacahuètes et quelques années plus tard, on railla Ronald Reagan, portraituré en cow-boy sorti d'un film de série B, moyennant quoi le premier fit ce qu'il put, et notamment, ma foi, les accords de Camp David en 1978, ce fut la paix entre Israël et l'Égypte, et puis le second marqua carrément l'histoire. Cela m'amène donc à citer Arnaud de Lagrange, encore une fois, du Figaro, en s'arrêtant complaisamment à la caricature, les politiques, les médias, les analystes n'ont pas vu arriver le bulldozer Trump, ou plutôt n'ont pas discerné le peuple en colère qui marchait derrière l'outrancière trace de Trump. L'image du chef était grimaçante, ce qu'il portait ne pouvait donc être sérieux. Le phénomène de foire a masqué le phénomène de société. Pourtant, des signes avant-coureurs, il en existait, vous le constaterez à la lecture de Libération, qui s'attarde sur le coût de cette élection. Elle pèse 7 milliards. Aucune conquête du pouvoir n'aura été aussi coûteuse que ce scrutin. Trump a certes reçu beaucoup d'argent de l'industrie gazière et pétrolière notamment, mais aussi, et il est là, le signe avant-coureur dont je vous parlais, de la part de gens modestes. Trump a attiré beaucoup de petits donateurs qui ont donné moins de $200, levant des dizaines de millions de dollars, du jamais vu pour un candidat républicain. Sauf qu'ils étaient plus nombreux dans un camp que dans l'autre. Voilà. Et ils étaient très nombreux, ces petits donateurs qui donnaient peu parce qu'ils ont peu et parce qu'ils sont en colère. Et à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais vous n'employez que l'imparfait du subjonctif quand vous écrivez vos textes. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec Étienne, un petit mot sur les réseaux sociaux en ce moment. Il se passe beaucoup de choses, vous imaginez bien. Et Laura, vous avez regardé ça de plus près ? Oui, mais forcément, les réseaux sociaux et notamment Twitter est en ébullition. Côté français, on s'insurge totalement. Côté américain, c'est partagé en fonction des votes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le maire de Montréal avait fait un petit appel hier en disant « Veuillez prendre note, notre bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal sera exceptionnellement ouvert après le vote américain. » Et figurez-vous que le site de l'immigration canadienne a totalement explosé en quelques heures. Donc voilà, c'est un des premiers signes sur Internet comme quoi ceux qui ont justement voté pour Hillary Clinton et qui sont en tout cas déçus, commencent déjà à faire des démarches. Et visiblement, ces démarches sont massives, puisque pour faire exploser le site de l'immigration canadienne, il faut quand même y aller. Centaines de milliers d'appels pour que le standard d'appels et explose. d'inscriptions en ligne. D'inscriptions en ligne, ils se sont tous connectés au même moment. Vous vous souvenez, quand c'est sorti sur les réseaux, tout le monde a dit, tiens, il a d'humour, le Canadien, mais en fait, là, ça ne fait plus rire du tout. Et sur le réseau, là, ici en France, des commentaires déjà les commentaires sont assez négatifs, et je vous le dis, les internautes s'insurgent en disant, mais comment c'est possible, et craignent justement, après le Brexit et ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait arriver chez nous. Pas de commentaires d'hommes politiques français connus pour l'instant. Pas encore. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants.
Étienne Liénart a pris son cahier spécial élection américaine, bleu d'un côté, rouge de l'autre. On n'en sait pas encore plus pour l'instant, mais on disait tout à l'heure avec vous, Étienne, que dans 1 heure, on serait probablement fixé. Alors, quelles seraient les conséquences politiques pour les Américains si Donald Trump, comme ça en prend le chemin, arrivait à la Maison-Blanche en janvier, donc? Oui, je crois que la question centrale que tout le monde se pose et que tous les gens qui nous écoutent se posent, c'est est-ce que le côté je renverse la table pendant toute la campagne qu'a incarné Donald Trump, avec des idées, expulsion de 2 millions de migrants latinos, construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, il veut absolument tout révolutionner. Est-ce que ce programme-là, il est applicable institutionnellement dans un pays comme les États-Unis? C'est vraiment ça la question. Et avec qui il va le faire? Quand je parle à des Français qui sont installés aux États-Unis assez régulièrement, y compris des personnes qui sont en responsabilité, ils me disent, en gros, son équipe, il a l'équipe de la Trump Business, c'est-à-dire son équipe économique autour de lui. Pour le reste, en politique étrangère, par exemple, la personne la plus connue qui entoure Donald Trump, c'est un sénateur de l'Alabama, un sénateur républicain de l'Alabama, qui ne connaît pas grand-chose, objectivement, aux choses du monde. Sauf qu'il est sénateur, au moins il a l'expérience du terrain, il sait ce que c'est. Et au sein du camp républicain, le parti républicain, qui est donc le parti qui a soutenu Donald Trump en se pinçant le nez. Il n'y a que 2 personnes majeures qui ont été avec Donald Trump, c'est l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et puis l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Ce sont les 2 seuls. Tous les autres ont dit Donald Trump, jamais. George Bush, qui a été président il y a 8 ans, il s'est abstenu hier, à l'élection. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'il va arriver Ce que je veux dire, c'est que sans équipe, quoi. Mais on ne peut pas diriger tout seul. Si on fait des lois, il faut qu'elles passent par le Congrès américain. Il va faire des compromis, alors. Soit il fait des compromis, soit la Chambre des représentants et le Sénat, qui constituent le Parlement américain, reviennent à la soupe. C'est possible aussi. Que les républicains, une fois que Donald Trump a été élu, disent finalement Donald Trump, il est là. Voilà. Donc il y a le problème du Congrès. S'il veut faire ce qu'il a dit qu'il ferait, il va falloir qu'il change les lois. Donc il a besoin du Congrès. Et il a aussi besoin, et c'est très important, William, on n'en parle pas souvent, de la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine, c'est 9 membres. Il y en a un qui est décédé il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, c'est 8 membres. Ils sont tous, 8 membres, vous ne pouvez pas faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est Donald Trump qui va nommer le nouveau juge de la Cour suprême. Donc, a priori, il pourra aussi se servir de la Cour suprême pour faire... Il aura tous les leviers. Mais de rien pour un type qui ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a jamais utilisé ça. Écoutez, on va voir. Le Congrès, les sénateurs, les députés et la Cour suprême. Encore faut-il que les Républicains, qui l'ont véritablement critiqué très fort, que vont-ils faire? Que vont-ils faire demain, lorsque Donald Trump, en janvier donc, puisque je rappelle qu'il n'est pas président aujourd'hui, mais en janvier, voilà, va arriver à la Maison-Blanche. D'accord. Juste un tout petit mot, on y reviendra d'ici quelques minutes. C'est l'échec d'Obama, tout ça. C'est lui qui a fait le lit de... C'est une faillite pour l'héritage de Barack Obama. 8 ans d'élection et ça se termine avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Je pense que dans ses pires cauchemars, Barack Obama, qui est populaire, lui-même, sa personnalité est populaire, son épouse est très populaire, plus de 55% de popularité pour Barack Obama aujourd'hui, mais il part sur un échec monumental. Incroyable paradoxe, très populaire, mais c'est lui qui perd. Absolument. Bon, aussi. Merci Étienne, à tout à l'heure. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Donald Trump est aux portes de la Maison-Blanche. Sa victoire ne fait ce matin plus aucun doute. Est-ce que le monde se réveille plus incertain ce matin? Beaucoup de questions se posent en effet. Nous sommes déjà dans un monde incertain, dans un monde même dangereux, qui est en train de se transformer en profondeur. Et puis il y a des menaces, la menace terroriste en même temps, mais il y a aussi des perspectives positives. Je pense à l'accord de Paris qui montre qu'on est capable, sur le plan multilatéral, de régler un certain nombre de questions fondamentales pour l'avenir de l'humanité. Mais justement, cette élection nous interpelle, même si elle n'est pas officielle. Il est probable que Donald Trump devienne le 45e président des États-Unis. Et la France est l'allié des États-Unis. Et donc nous sommes un pays partenaire des États-Unis. Nous avons besoin de travailler ensemble pour un monde équilibré, pour un monde de paix, pour un monde aussi qui traite les questions du monde. Et là, il va falloir essayer de savoir ce que veut faire ce nouveau président, puisque ce qu'il a dit jusqu'à présent provoque bien des inquiétudes. L'ambassadeur français a fait part de son vertige. Il faut garder son sang-froid. Et en ce qui me concerne, je rappelle que le président des États-Unis prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, qu'il y a eu du travail qui a été fait avec les équipes aussi bien d'Hillary Clinton que de Donald Trump, c'est la tradition américaine, qu'il y aura la nomination de 4000 personnes qui vont diriger la nouvelle administration. Donc on va savoir peu à peu qui seront nos interlocuteurs. Mais d'ores et déjà, les questions que je pose, du point de vue à la fois des principes qui sont les nôtres, de nos objectifs de paix et de sécurité, de développement. Par exemple,
Que va devenir l'accord de Paris sur le climat? Alors, nous allons venir sur tous ces points précisément. Que va devenir l'accord sur le nucléaire iranien que Donald Trump veut remettre en cause? Ce sont des questions essentielles que nous posons déjà. Mais quand même sur le personnage de Donald Trump. C'est quand même un homme à qui on a retiré son compte Twitter dans la dernière ligne droite de la campagne parce qu'il ne pouvait pas le gérer sans faire des sorties de route. Est-ce que sa personnalité, ce matin, vous inquiète, Jean-Marc Ayrault? Elle interpelle, elle interroge, elle a provoqué bien des réactions. Moi-même, j'ai eu une réaction sur certains propos qu'il a tenus à l'égard des femmes. Bon, il s'est excusé, il est revenu en arrière. Bon, ça, c'est un fait. Simplement, moi, j'essaie de comprendre. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis ces derniers temps. J'ai discuté avec beaucoup de gens. Je sentais qu'il y avait une inquiétude, qu'il y avait une interrogation, et que personne ne disait que l'élection était pliée pour Hillary Clinton, même si c'est une excellente candidate du point de vue des capacités de l'État. Maintenant, elle n'a pas gagné, donc ça veut dire qu'il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles elle a perdu. Moi, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que même s'il y a le plein emploi aux États-Unis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de précarité. Je l'ai constaté aussi. Il y a trop d'écart de richesse. Et lorsque j'en discute, par exemple, avec John Kerry, qui est mon homologue, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il me dit oui, les États-Unis ont vu les inégalités s'amplifier, notamment en termes non seulement de pouvoir d'achat, mais de patrimoine. Et la crise de 2008, qui nous a impacté beaucoup aussi, qui laisse des traces en Europe, a laissé des traces profondes dans de nombreux territoires américains. Ça veut dire que vous considérez que cette victoire de Donald Trump, c'est d'abord la sanction du bilan de Barack Obama? Non, je ne dirais pas ça. Je crois que ça, c'est ce que vous expliquez. Ça va plus loin que ça. La crise des subprimes, c'est pas seulement la politique de Barack Obama. Barack Obama était un grand président des États-Unis, un partenaire de la France, et je salue ce qu'il a fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une partie de nos concitoyens, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, qui sont des laissés pour compte, qui ont l'impression d'être abandonnés, qui ont le sentiment d'être déclassés, et qui se disent alors, et qui ne votaient plus. Et là, ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection, c'est qu'ils sont venus voter. C'est un peu comme en Allemagne, vous savez, il y a eu le parti nationaliste extrême droite dans l'Est de l'Allemagne, qui a fait un score très très élevé. Il y avait 10% d'électeurs en plus, c'est des gens qui ne votaient plus, qui sont venus tout simplement pour protester. Vous en tirez des leçons pour la France? La première réaction officielle ce matin de la classe politique française, c'était celle de Marine Le Pen, qui a tweeté en félicitant Donald Trump pour son élection et félicitant la liberté du peuple la liberté américain. du peuple, il n'y a pas à la féliciter. Ça fait partie des fondamentaux d'une démocratie. Félicitant Donald Trump très clairement, ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Moi, j'attends l'élection officielle. Et bien entendu, s'il est élu président des États-Unis, il sera félicité, parce que la France travaillera avec les États-Unis. Je l'ai dit à l'instant. Simplement, Marine Le Pen, lorsque le Brexit a été voté, elle a applaudi aussi, de très fort, des deux mains, et même si elle en avait eu plus, elle aurait applaudi encore plus fort. Sauf que qu'est-ce qui se passe après le Brexit? Vous voyez la situation en Grande-Bretagne? Donc je crois qu'il faut faire très attention à tirer trop vite des conclusions. Par contre, ce que je dis, c'est que les souffrances des gens, les incertitudes sur l'avenir, les gens qui sont laissés les pour-compte de l'évolution économique mondiale ou de nos sociétés, on le voit avec les traités commerciaux bilatéraux et internationaux, il faut prendre en compte cette attente, cette aspiration et cette nécessité de justice. Car n'oubliez pas une chose, aux États-Unis, il y a eu les primaires. Et les primaires démocrates ont vu la montée d'un candidat qui s'appelle Bernie Sanders, qui a fait des scores extraordinaires justement sur des bases de justice sociale. Est-ce que le président de la République française a suivi les résultats cette nuit? Il avait eu des propos assez raides à l'endroit de Donald Trump, disant qu'il avait des sentiments de haut le cœur après certaines déclarations. Et encore, il déclarait qu'il faisait confiance aux Américains. Il y a une déception de la part du président de la République? Écoutez, il s'exprimera officiellement et il attend les résultats officiels, donc je ne vais pas parler à sa place, mais il le fera bien sûr. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un défi pour l'Europe ce qui est en train de se passer dans ce monde d'incertitude. Il faut surtout que l'Europe ne flanche pas, qu'après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, avec toutes les questions que j'ai posées, qui sont devant nous, et qui sont ces incertitudes, il faut que l'Europe soit plus solidaire. Il faut que l'Europe soit plus active, soit plus offensive, ne serait-ce que pour se protéger. Vous savez que Donald Trump a dit qu'il voulait se désengager, non pas de l'OTAN, mais d'arrêter de payer. Eh bien, des pays comme la Pologne devraient s'interroger. Et nous aussi, nous interrogeons. Donc, plutôt que de baisser la tête, de se recroqueviller, il faut relever ce défi d'une Europe, finalement, qui soit capable de mieux défendre ses citoyens, de mieux défendre ses intérêts. Est-ce que le lien entre les États-Unis et la France peut être affaibli? Il ne faut surtout pas l'affaiblir, mais il faut clarifier. Ça veut dire quoi, clarifier? Clarifier sur des questions que j'ai évoquées. Alors reprenons les questions que vous avez évoquées. L'avenir de l'accord sur le climat. Les États-Unis, avec Barack Obama, ont joué un rôle très important, qui ont entraîné la Chine aussi. Bon, qu'est-ce que ça va devenir? Barack Obama est contre. L'accord de paix sur le nucléaire iranien, il est contre.
Quelle va devenir notre lutte commune contre le terrorisme? Les dossiers syriens, toutes ces questions qui sont devant nous. Il y a une forme de vigilance désormais de la part de la France vis-à-vis du programme et de l'application éventuellement du programme de Donald Trump. C'est le mot vigilance que vous utiliseriez ce matin? Exigence par rapport à nos intérêts, mais aussi par rapport à notre conception du monde. Un monde multipolaire, un monde équilibré, un monde de paix, de sécurité et de solidarité. On ne veut pas n'importe quel monde. On ne veut pas un monde où chaque pays se recroqueville derrière ses frontières, monte des murs et ne règle rien, et c'est l'égoïsme qui triomphe. Donc cette question, elle est fondamentale. Mais les États-Unis sont nos alliés, et dans toute l'histoire, ils l'ont montré. Et bien entendu, nous voulons continuer à travailler avec les États-Unis. Mais encore une fois, je le dis, dans la clarté, c'est ce que nous allons faire. Ce matin, les bourses mondiales s'affolent. C'est le retour, au moins sur le papier, d'une Amérique protectionniste. Je rappelle que Donald Trump a expliqué qu'il souhaitait relever les droits de douane de 45% avec la Chine, renégocier les traités de libre-échange naturellement. Est-ce que vous craignez des conséquences économiques sérieuses après la victoire de Donald Trump, comme on l'avait expliqué après le Brexit? Après le Brexit, il y a des conséquences économiques. D'abord pour la Grande-Bretagne. Et puis des conséquences économiques, sûrement, si rien n'est clarifié, pour l'Europe. Mais il faut prendre les problèmes et les traiter. Avec les États-Unis, on va voir. Peut-être que Donald Trump a fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Il va peut-être décevoir. Mais en tout cas, vous voyez les rapports qu'il a avec le Mexique. C'est très grave. C'est pas seulement un mur qu'il veut construire, mais c'est la rupture du contrat d'échange avec ce pays. Et aujourd'hui, au Mexique, on a peur. Mais en Chine, on s'inquiète aussi. Donc, dans ce monde d'incertitude, je vais vous dire, c'est pour ça que j'avais commencé cette interview. Oui, mais justement, la France et l'Europe ont un rôle à jouer pour rassurer. Plus elles seront unies, plus elles seront claires, plus elles seront fortes, plus elles seront offensives. Alors là, nous apporterons plus de sécurité à nos concitoyens et nous discuterons avec les États-Unis d'égal à égal, parce que la France veut discuter d'égal à égal. Elle est alliée, mais elle ne s'aligne pas. Une question plus personnelle au chef de la diplomatie française. Vous disiez que le monde est incertain. On l'avait compris, je pense, collectivement depuis quelque temps. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes un peu plus inquiet ce matin, après la victoire de Donald Trump? Il y a plus d'incertitudes, mais nous travaillons justement pour les lever. C'est tout le sens de la diplomatie française. C'est la première puissance mondiale, c'est pas rien, le président des États-Unis. Nous sommes toujours membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Et je peux vous dire, je reviens de Chine, que la voix de la France compte, qu'elle est écoutée et qu'elle est attendue. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. C'est à vous William. On chaîne avec Laura Duet pour un tour d'horizon des réactions sur la grande toile, Laura. Oui, elles sont multiples et notamment sur les réseaux sociaux, William. Pour l'instant, ni Hillary Clinton ni Donald Trump n'ont mis à jour leur compte Twitter. On attend des réactions des personnalités qui ont soutenu Hillary Clinton comme Madonna, mais pour l'instant, il reste les photos du moment où elles sont allées voter. La première personnalité connue aux États-Unis, moins connue chez nous, Azealia Banks, qui est une rappeuse américaine, elle s'est réjouie de l'élection de Donald Trump et commence à le faire savoir. Côté français, autant vous dire que c'est la déception et tous les tweets parlent justement de Trump en disant je viens de voir que c'est Trump, je vais me recoucher, quelle horreur. Enfin, il y a aucun, pour l'instant, en tout cas, de très rares tweets positifs face à cette annonce. En tout cas, même si les résultats ne sont pas annoncés officiellement, autant vous dire que sur la toile, c'est tout comme. Ouais, pour eux, c'est réglé. Merci. Merci, à tout à l'heure. Avant la météo et le journal de 8h voyant avec Laura du Web sur les réseaux sociaux, comment est perçue cette victoire, encore une fois, non officielle de Donald Trump? Alors, à la fois en France et aux États-Unis. Oui, et autant vous dire que sur les réseaux sociaux, c'est quasiment officiel pour eux. On commence les félicitations. Parmi les politiques, la première à avoir félicité Donald Trump, c'est Marine Le Pen, qui a publié un tweet il y a maintenant 37 minutes en disant félicitations au nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et au peuple américain libre. Alors, d'autres tweets suivent, évidemment, beaucoup du Front National pour l'instant. Et côté des réactions des internautes, William, tout simplement, effectivement, on est effarés, étonnés. Certains retournent se coucher, d'autres demandent le rapatriement immédiat de la Statue de la Liberté. Enfin, tout le monde y va de son petit mot. Certains publient les photos les pires de Donald Trump dans des situations totalement loufoques. Voilà pour les réactions françaises. Personne d'autre parmi le personnel politique français. C'est en train d'arriver. D'accord. Et côté américain, beaucoup de personnalités se sont mobilisées pour inciter les Américains à aller voter. Il y a déjà plusieurs personnalités, acteurs, qui ont réagi. Il y a Mia Farrow qui dit racist president et plein d'autres. Et Lady Gaga qui demande compris pour eux. Merci beaucoup. Allez, la météo rapidement avec Valérie. Alors, vous voyez là le QG de Donald Trump. Bon, tout cela est éclairé. Ses partisans sont là avec la casquette rouge.
sur laquelle il faut redonner à l'Amérique sa dimension et son pouvoir. Voilà. Étienne est en contact avec ce qui se passe dans la voiture de Donald Trump, et alors il est en route, non ? Je crois en tout cas, William, il vient d'arriver à son quartier général, donc je pense que Donald Trump va s'exprimer dans les minutes qui viennent, à moins d'un imprévu de dernière minute. C'est très important ce discours. Aux États-Unis, il y a un process politique au terme d'une élection qui s'appelle le healing. Le terme américain est healing, ça veut dire la guérison en fait. C'est comment, après une campagne aussi violente, à la fin c'était vraiment un combat de pitbull entre Hillary Clinton et Donald Trump, comment au terme d'une campagne aussi violente, le candidat qui est supposé être le vainqueur, arrive à rassembler dans son premier discours. Apaiser un peu les choses. Voilà, à dire aux uns et aux autres, voilà, ok, on s'est bagarré, ça a été dur, j'ai mes idées, elle a ses idées, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné, et donc je vous propose aujourd'hui de vous rassembler derrière moi pour une ambition nationale. Voilà, c'est ça que va tenter de faire Donald Trump, et ça va être très difficile. Ouais. Vous voyez sur ce panneau bleu, Trump-Pence. Pence, pour ceux qui ne connaissent pas la politique américaine, c'est son colistier. C'est son colistier, c'est le gouverneur de l'Indiana. Il l'a choisi parce que Pence incarne des valeurs, notamment auprès de la droite religieuse américaine, que Donald Trump n'incarne pas véritablement. Il s'est marié 3 fois. Voilà, donc, mais ce discours va être vraiment fondamental, il va être observé. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il va un peu arrondir les angles par rapport au grand thème qu'il a développé pendant la campagne qui était... Je ne suis pas sûr. Donald Trump a toujours parlé avec son instinct. Je pense que ça, ce sera dans un deuxième temps. N'oublions pas qu'il va y avoir une période de 3 mois, de 2 mois, un peu plus de 2 mois, pendant lesquels il va avoir le temps de constituer son équipe. Je ne suis pas sûr que là, ce soir, c'est plutôt le genre de tempérament il va savourer, à la ramener, voilà, et à savourer. Et on peut dire quand même, quelle campagne de Donald Trump, qui encore une fois a fait ça tout seul. Je regarde sur votre iPhone, c'est dans 20 minutes qu'il s'exprime. Dans 20 minutes ? Ouais. D'accord, donc Télématin ne sera pas encore terminé, donc vous aurez le privilège. Un mot quand même, pardon William, un mot sur Hillary Clinton. Mais si, j'allais vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Alors, contrairement à ce qui a été dit, le fait qu'Hillary Clinton ne soit pas allée dans son quartier général, ça ne veut pas dire qu'elle reconnaît sa défaite. Au contraire. Je pense que les démocrates sont persuadés que dans certains États, le résultat est tellement serré qu'il y aura pour eux matière à recomptage. Ah bon, ils vont contester les résultats ? Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je pense qu'ils attendent d'avoir le résultat en Pennsylvanie, notamment dans des États. Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le patron de la campagne d'Hillary Clinton est venu en disant aux gens « rentrez chez vous ». Si elle avait reconnu sa défaite, elle aurait fait son discours. Ça se fait en général assez vite. Il y a le discours du vainqueur et il dit « j'ai appelé » ou « elle m'a appelé, elle m'a dit bravo », etc. Ça se fait, ça. Absolument, absolument. Et souvenons-nous de l'élection de 2000, le recomptage avait pris 3 semaines. Un parti a le droit, c'est ce qu'on appelle le phénomène du too close to call, trop serré pour déclarer le résultat. Un parti a le droit de présenter un recours devant la commission électorale de l'État et de dire, écoutez, il y a 1500 voix d'écart sur 15 millions d'électeurs. Dans cet État, je demande le recomptage. Et on recompte. Et moi, je vous demande officiellement de bien vouloir rester en notre compagnie, parce qu'après les 20 minutes, on aura besoin de votre éclairage sur ce qu'il précisément dira. À tout à l'heure. Merci, Étienne, à tout à l'heure. Pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, vous les verrez tout à l'heure, ces images-là. Étienne, c'est vrai que quand on le voit arriver sur scène, Donald Trump, là, il est ému, il est presque surpris, on dirait. Oui, on a l'impression qu'il est en train de revêtir d'autres habits que les habits qu'il a eus pendant cette campagne, qui, on l'a dit à maintes reprises, a été hyper violente, hyper clivée. Et puis, donc, un Trump relativement calme, ému, et qui, dans son discours, a tout de suite fait ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir le peuple américain qui s'est divisé. Il faut expliquer pourquoi cette expression « guérir ». En fait, le phénomène politique s'appelle le healing. Donc, on s'est bastonné pendant 1 an et demi. C'est une campagne qui dure 1 an et demi. On s'est mis sur la tronche. Et là, maintenant, je rassemble le peuple américain. Est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? C'est une autre question. Mais donc, il a dit « je serai le président de tous les Américains ». Il a dit, il sait quelle est l'inquiétude mondiale autour de son élection à la présidence américaine. Je souhaite avoir des relations honnêtes avec tous les pays. Ça ne veut pas dire que je serai toujours d'accord, mais ça veut dire au moins on pourra discuter. Et puis, il a quand même adressé à son électorat, je vais relever ce pays. Vous savez que pendant la campagne, il a dit à de nombreuses reprises, je vais refaire de l'Amérique un succès comme j'ai eu du succès dans mes affaires. Il l'a redit.
aux gens qui n'ont plus de travail. Il y en a des millions aux États-Unis, on l'oublie souvent. Oui, mais il a parlé d'économie, ce qui ne se faisait pas tellement finalement. Oui, son discours était beaucoup plus sur des choses plus... Punchy, qui était voilà, vraiment, sur l'immigration, ouais. sur des choses beaucoup plus clivées, beaucoup plus violentes. Ouais. Mais le problème de Trump aujourd'hui va être de tenir ses promesses. Et c'est là que le plus dur va commencer pour lui. Déjà de constituer une équipe qu'il n'a pas autour de lui. Il a fait campagne avec sa famille, les gens qu'on voit là. Sa fille Ivanka, qui est dans une superbe robe bleue qu'on a vue passer, qui était sa principale conseillère. Alors il y a deux remarques peut-être, je ne sais pas si vous pensez comme moi. Premier phénomène, c'est que traditionnellement, un homme politique américain, notamment un président, il a sa femme à côté de lui. C'est pas sa femme qu'il a mis à côté de lui, c'est son petit dernier. Oui, je ne sais pas si c'est un symbole, il faudra lui poser la question. Ça c'est une chose, c'est pas un hasard quand même, je ne crois pas. Et dans les premiers rangs, vous remarquerez ici un certain nombre de membres de la communauté noire américaine. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus qu'ils soient là. Parce qu'on avait toujours pensé que c'est eux qui allaient faire la victoire d'Hillary Clinton. Eh bien non. Oui, alors il faudra voir quelles sont les proportions du vote. On sait par les sondages qui ont été faits à la sortie des urnes que la communauté africaine-américaine, comme on dit aux États-Unis, la communauté noire, a beaucoup moins voté pour Hillary Clinton qu'elle n'avait voté pour Barack Obama. La communauté noire a été déçue par les années Obama, à de nombreuses reprises, Hillary Clinton n'était pas une candidate populaire. Une certaine partie s'était tournée vers Donald Trump. Je pense quand même que c'est une partie minoritaire. Mais elle existe. De même qu'il y a des latinos qui ont voté Trump. Il comptait beaucoup sur eux, des hispaniques, bien sûr. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il va être capable de faire tout ce qu'il a dit? Expulser 2 millions de migrants, quand même. Il a dit ça. Est-ce qu'il va le faire? Construire un mur, est-ce qu'il va le faire? Revenir sur tous les accords autour du climat, etc. Est-ce qu'il va le faire? C'est là que maintenant, l'enjeu pour lui, c'est quand même un destin incroyable. Oui, mais tout à l'heure, vous disiez, je me souviens, pendant l'émission, on se disait, mais comment il va faire son premier discours? Et vous me disiez, oh, moi, il a été comme ça pendant toute sa campagne, il va être le Donald Trump qu'on connaît. Eh ben, je me suis trompé. Pas tout à fait. Je me suis trompé. Il a encore une fois revêtu, d'ores et déjà, les habits du 45e président des États-Unis. Hillary Clinton a reconnu sa défaite. Un mot quand même sur Hillary Clinton. Oui. Et on termine avec ça. Son dernier grand combat politique. À 69 ans, elle ne reviendra plus en politique. Cela paraît elle est sénatrice pourtant de. Elle était sénatrice. Elle a été au département d'État, donc ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années. Là. A priori, c'est quand même un échec retentissant et échec aussi pour Barack Obama qui termine ses 8 ans à la Maison Blanche en y envoyant Donald Trump. Oui, bien sûr. Voilà des thèmes qui seront redéveloppés par Étienne dans le journal de 13h tout à l'heure, évidemment. Merci beaucoup, madame, monsieur, de nous avoir suivis. C'était le Télématin historique du 9 novembre 2016, jour où nous avons appris l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Merci de votre présence. À demain pour la suite de ce scénario que personne n'aurait prévu. À demain. Passez une bonne journée. Merci.